Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'aimerais aborder le débat qui oppose le socio-constructivisme à l'évopsie. Je me limiterai à la partie du débat concernant les différences entre les hommes et les femmes pour deux raisons. Premièrement parce que c'est la partie qui m'intéresse, et deuxièmement, comme vous pouvez le voir à la longueur de la vidéo, le sujet est déjà assez complexe et riche pour être traité à part. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble nécessaire de clarifier plusieurs points, et notamment de présenter les deux positions. Une double vie, une certitude, une peur, c'est la règle de 3 de Catherine Vidal. Sa double vie se partage entre ses activités de chercheuse et sa passion pour la vulgarisation scientifique. Doctorante en neurophysiologie en 86, nommée directrice de recherche en 97, Catherine Vidal s'est particulièrement penchée sur les mécanismes de vie et de mort des neurones en lien avec les maladies neurodégénératives. Dans l'autre aspect de sa vie, la vulgarisation, elle a été amenée à démontrer l'absurdité des stéréotypes sur les différences entre les sexes. Les femmes seraient multitâches, On remarquera que c'est particulièrement à la maison qu'elles sont multitâches, La seule différence notable entre un cerveau de femme et un cerveau d'homme concerne le contrôle des fonctions liées à la reproduction. Pour le reste, tout dépend de l'environnement social, culturel et familial. Catherine Vidal a aussi beaucoup expliqué la notion de plasticité du cerveau. En résumé, notre cerveau se modifie tout au long de notre vie en fonction des expériences vécues. Il n'est donc jamais trop tard pour s'élever, progresser, apprendre. Voici donc un extrait de la présentation des travaux de Catherine Vidal faite par Arte en cette année 2019. Vidal est certainement la socio-constructiviste la plus connue en France. Les socio-constructivistes ont tendance à penser que les différences entre les hommes et les femmes sont principalement, voire exclusivement des constructions sociales, à l'exception des parties génitales et des zones cérébrales qui s'occupent de ces parties génitales, comme précisé dans l'extrait. Et par abus de langage, d'ailleurs présent dans cette présentation, ils considèrent qu'une différence socialement construite n'est pas réellement une différence. Donc ne vous méprenez pas sur leur position, c'est pas parce qu'elle dit qu'au-delà des zones cérébrales relatives aux parties génitales, il n'y a pas de différence que factuellement il n'y en a pas, ou qu'elle pense qu'il n'y en a pas non plus. La position des socio-constructivistes est simplement de dire que ces autres différences, si elles existent, sont construites par l'apprentissage. To what extent are our fears innate? When we hatch goose eggs in an incubator, and then above the baby birds pass a form simulating a goose in flight, the birds stretch their necks and call out. But if we invert the direction of the silhouette, it conjures the shape of a falcon. The response of the baby birds is immediate. They will crouch in fear, though they've never before seen a falcon. Without any instruction, an innate fear helps them to survive. But in humans, to what ancient dangers might our innate fears correspond? Les partisans de l'évopsie considèrent que nous sommes avant tout des produits de l'évolution. Et même si nous avons une surcouche sociale plus développée que les autres espèces, nous restons avant tout les animaux. Nous sommes donc des animaux sociaux et personne ne nie l'influence de cet aspect social. Et réciproquement, très peu sont les socio-constructivistes niant catégoriquement toute autre influence que la socialisation. Ce débat est très lourd politiquement et idéologiquement parlant, tant les résultats de la recherche peuvent avoir certaines conséquences dans la prise de position qu'elles pourraient permettre de justifier. Les socio-constructivistes sont quasiment exclusivement composés de féministes, de progressistes et plus généralement de gens de gauche, alors que les évopsistes sont certes plus éclectiques mais contiennent tout de même des gens d'extrême droite, des racistes, etc. Pour faciliter le visionnage de ce vaste sujet, j'ai hésité à l'aborder en plusieurs vidéos. J'ai finalement décidé de le traiter en une seule fois, mais en faisant un sommaire pour guider la lecture. Ça vous permettra de quitter la vidéo en sachant exactement où reprendre. Tout au long du visionnage, vous saurez à peu près où vous vous trouvez dans le développement. Mentalement, ce sera plus simple à suivre, je pense. A noter cependant que j'ai préféré exclure une partie du sujet, celle concernant la menace du stéréotype. Mon propos a été développé dans cette autre vidéo. Si jamais vous avez des réserves au sujet de cette présente vidéo parce que je n'aborde pas ce sujet en détail, veuillez visionner la vidéo qui lui est dédiée. Je me suis basé sur littéralement toutes les méta-analyses qui ont été publiées à l'heure actuelle. Je mentionnerai certainement la menace du stéréotype dans cette vidéo, je tiens simplement à vous signaler que je n'analyserai pas l'étude la concernant, je l'ai déjà fait. Nous nous assurerons dans un premier temps qu'il existe des différences au-delà des organes reproductifs. Même si rares sont les socio-constructivistes sérieux à nier en bloc les différences cérébrales, beaucoup d'entre eux tendent malgré tout à minimiser ces différences. En espérant vous avoir convaincu qu'il existe bien des différences significatives au-delà des parties génitales, nous passerons à la partie suivante, dédiée à l'étendue de ces différences. Est-ce que ces différences se retrouvent partout ou bien est-ce culturellement dépendant? Bien que cette partie aura pour but de vous convaincre que la position socio-constructiviste ne tient pas, elle servira aussi à relativiser la position évopsie. Tout logiquement, on poursuivra sur l'origine de ces différences. Là encore, nous verrons pourquoi c'est un sujet complexe et que le débat inné versus acquis intéresse en réalité très peu. Donc cette vidéo a donc aussi pour but de vous expliquer pourquoi c'est une perte de temps de la visionner. Assez révolutionnaire comme concept marketing, vous avouerez.
Au vu de cette présentation, vous aurez certainement l'impression que cette vidéo consistera uniquement à démonter le socioconstructivisme. Sauf que non. La moitié fera, je l'espère, comprendre que l'importance de la socialisation est largement surestimée. Néanmoins, en fin de vidéo, j'essaierai de vous convaincre que tout n'est pas à jeter pour autant dans cette approche. Bien au contraire. Pour vous donner un aperçu, malgré tout ce que je veux dire au sujet du socioconstructivisme et des différences entre les hommes et les femmes, je conclurai que le genre, au sens où Moss le décrit dans sa propre vidéo, c'est-à-dire l'identité plutôt que la simple expression sociale, est bel et bien une construction sociale. Bien sûr, je donnerai des exemples concrets pour justifier ma position et je ferai de mon mieux pour expliquer simplement pourquoi c'est le cas, histoire que ce soit à la portée de n'importe qui. Pour vous rassurer, ce ne sera pas des arguments tautologiques, du style « le genre est une notion de sociologie, donc le genre est une construction sociale ». Non, je vous parle de vraies explications. J'espère ainsi vous montrer que ce n'est pas forcément que du charabia de gauchiste, mais que c'est une approche valide sur le plan scientifique ainsi qu'intéressante sur le plan anthropologique. Au sein du socioconstructivisme, Hyde est l'une des principales théoriciennes, et j'aimerais m'attarder sur les conclusions d'une de ses études, celle de 2005. Elle dit ceci. Le résultat frappant est que 30% des tailles des faits sont proches de 0, et 48% sont de taille faible. Ainsi, 78% des différences entre les hommes et les femmes sont faibles ou proches de 0. Sans rentrer dans les détails techniques, une taille des faits est mesurée par l'indice D de Cohen. Je vous renvoie vers ce site si vous voulez voir à quoi correspondent ces tailles des faits. La valeur absolue de D oscille entre 0 et 3. 0 indique une taille d'effet nulle, et quand D dépasse 1, l'effet est considéré comme étant énorme. Hyde est une féministe dont le but revendiqué est de montrer que les hommes et les femmes sont parfaitement identiques. Ici, elle dit que 78% des effets oscillent entre 0 et 0,35. On est donc bel et bien dans l'intervalle des effets faibles voire nuls. Mais en utilisant sa même étude et sans manipuler ces chiffres ni corriger quoi que ce soit, mais en ayant une approche différente, on aurait pu conclure tout autre chose. On aurait pu dire ceci, 70% des effets sont faibles à énormes. Formulé différemment, les mêmes données transmettent un tout autre message. En réalité, ce que son étude montre, c'est que 70% des effets ne sont en fait pas négligeables. Et je vais illustrer sur un exemple particulier, qui est l'agressivité. Le fait que les différences sont modestes, mais malgré tout, elles peuvent avoir une certaine importance. Et donc, ce que vous voyez, c'est que ces distributions sont un peu décalées. La moyenne des hommes est un peu supérieure à la moyenne des femmes, donc on pourrait dire que les hommes sont en moyenne plus agressifs que les femmes. Mais en même temps, ce que vous voyez très bien aussi, c'est que les deux distributions se recouvrent énormément, ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont plus agressives que beaucoup d'hommes. Donc on pourrait dire, bon, cette différence est tellement minime, elle n'a strictement aucune importance. Mais si on regarde les données d'une manière différente, si on s'intéresse à la proportion d'hommes et de femmes qui dépassent un certain score, quand on est dans les petits scores, on a un homme pour une femme, mais quand on arrive à des scores qui sont moyens, on a 2 hommes pour une femme, quand on arrive à 150, on a 4 hommes pour une femme, et à 200, on a 8 hommes pour une femme. Donc on voit par cet exemple que même lorsque une différence moyenne est très petite et qu'il y a un gros recouvrement entre les deux distributions, il peut y avoir des conséquences très importantes au niveau sociétal. Certes, la majorité des effets sont faibles, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont négligeables pour autant. Mais aussi et surtout, elle parle là des faits étudiés séparément. C'est un sophisme qu'on verra régulièrement chez les socioconstructivistes qu'on appelle univariate fallacy. D'un côté, au sujet de la menace du stéréotype, on nous dit que les différences entre les filles et les garçons s'expliquent par ce mécanisme, alors que l'effet unique de cette menace varie entre 0 et 0,4. Donc là, un effet faible serait suffisant pour eux, pour expliquer ces différences. Mais de l'autre, trouver des dizaines d'effets qui agissent tous de concert et dont certains sont à eux seuls plus forts que l'estimation haute de l'effet de la menace du stéréotype, là, selon eux, ce serait négligeable. Ça n'a aucun sens. En plus d'être faux, ce n'est même pas cohérent. Et alors que se passerait-il si on étudiait toutes ces différences de concert au lieu de les étudier une à une? On trouverait que l'effet est en réalité énorme. L'étude de Hyde portait uniquement sur les traits de caractère et les comportements. Je vous propose d'étudier plus en profondeur les différences cérébrales plutôt. Et donc intéressons-nous à une autre socioconstructiviste très connue, Daphna Joel. C'est certainement l'une des chercheuses socioconstructivistes les plus éminentes. Elle est neuroscientifique à l'université de Tel Aviv, elle a été invitée à Harvard et est citée dans des magazines scientifiques comme Nature. Des journaux généralistes comme The New York Times lui donnent aussi une certaine tribune. C'est l'une des figures de proue de la position socioconstructiviste. On l'a par ailleurs souvent citée en contre-argument, m'ordonnant d'aller lire ses études avant de parler. Joel est connue du grand public principalement pour 2 de ses études, celle de 2015 et celle de 2018. Je vais m'intéresser principalement à celle de 2015, mais n'ayant pas corrigé les critiques qu'elle a reçues, ce que je vais dire est largement valable pour sa publication plus récente. Du coup, je l'aborderai quand même, mais seulement très brièvement.
Ses conclusions sont globalement que les hommes et les femmes sont similaires et qu'on retrouve cette similarité dans le cerveau. On ne peut distinguer le cerveau d'une femme de celui d'un homme. Ces études sont à première vue fiables, les mesures sont bien faites, les échantillons sont corrects, pas de souci de ce côté-là de prime abord. C'est l'interprétation des données qui pose problème. Elle est incapable de distinguer les cerveaux des hommes et des femmes, du coup elle considère que c'est impossible. Mais que se passerait-il si d'autres chercheurs, en se basant sur les données de sa propre étude, étaient quant à eux tout à fait capables de le faire? Bien, c'est ce que nous allons voir. Commençons par l'approche de Rosenblatt. Il montre d'abord que le chevauchement des cerveaux masculins et féminins est très grand, au point qu'on ne puisse pas prédire efficacement à quel sexe correspond un cerveau, simplement avec une observation du cerveau. Si l'efficacité est proche de 50%, alors autant jouer à pile ou face en quelque sorte. Joel n'a donc pas tort. Sa conclusion correspond parfaitement à ses données et à son analyse. Mais c'est cette analyse qui pose problème. Avec une approche multifactorielle, voici une illustration des résultats qu'il trouve. Ici, l'indistinction, elle est claire. On peut distinguer et donc prédire efficacement le sexe d'un cerveau en l'observant. Avec cette simple réanalyse faite à la volée, il atteint une efficacité de 80%, excusez du peu. Joel, comme Hyde précédemment cité, est tombé dans le piège de l'univariate fallacie. Elle a étudié chaque caractère séparément alors qu'au sein du cerveau, tous ces caractères agissent ensemble. Le cerveau est le produit de toutes ces caractéristiques. Del Giudice et ses collègues ont eux aussi réanalysé les résultats de Joel. Ils avaient quant à eux une efficacité de 73%, en utilisant une autre méthode d'analyse que Joel. Donc sans même analyser les caractères tous ensemble, mais avec une approche pertinente, ils atteignaient une efficacité tout à fait convenable. Mais ce n'est pas la chose la plus intéressante. Ils ont reproché à Joel d'avoir formulé une hypothèse fallacieusement irréfutable. Ils ont alors testé par l'absurde sa méthodologie. Ils ont voulu savoir si sa méthode était assez efficace pour distinguer des crânes appartenant à différentes espèces de singes. Si sa méthode n'est pas capable de distinguer des crânes provenant d'espèces différentes, alors qu'on sait qu'on peut très bien le faire, c'est que c'est la méthode qui est mauvaise. Et sans réelle surprise, sa méthode ne permettait pas de distinguer de tels crânes. Parmi les critiques, on retrouve aussi celle de Shekroud. Il a analysé les caractères en parallèle, tous de concert, mais de façon plus poussée. L'efficacité trouvée est de 93%. Alors, je rappelle que là, ces 3 publications répondant à Davna Joel utilisaient les mêmes données que elle. Il s'agit de celles mesurées par Joel et ses collègues. Ce ne sont que des réanalyses. Et là, du coup, il me paraît pertinent de rappeler que je ne tire pas sur l'ambulance. C'est une chercheuse éminente, très citée, et elle est respectée. Idem pour cette étude. C'est l'une des études qui est les plus citée parmi les travaux de Joel, et elle n'est pas citée par n'importe qui. Au-delà de ces 3 publications spécifiques, plusieurs autres critiques lui sont adressées de manière générale. Globalement, son approche serait volontairement biaisée. Selon elle, tant que le cerveau d'un homme n'est pas différent à 99% de celui d'une femme, alors elle considère qu'ils sont identiques. Pour illustrer, prenons un homme que vous croiseriez dans la rue. La taille moyenne des hommes en France est de 1m75, et celle des femmes est de 1m63. Et si cet homme mesurait entre 1m63 et 1m75, on ne pourrait absolument pas savoir si c'est un homme ou une femme que l'on a devant nous. Il faudrait absolument qu'il fasse plus d'1m75 pour qu'on puisse deviner que c'est un homme. Et enfin, dernière critique, son étude comporterait trop de caractères à étudier, relativement à la taille de son échantillon. Suite à cette vague de critiques, Joel et ses collègues ont fourni plusieurs réponses. Ces réponses sont complètement à côté de la plaque. Elle ne comprend pas par exemple ce qu'est une démonstration par l'absurde et croit valider sa position en 2018 parce qu'elle réfute la preuve par l'absurde de Del Giudice. Ce qu'elle fait tout au plus, c'est couper l'herbe sous le pied d'une critique qui était volontairement absurde. Ça n'a strictement rien d'un exploit. Dans sa première réponse en 2016, elle répondait aussi le même genre de choses. Son autre réaction a été de maintenir ses positions, ainsi que son approche caricaturale et outrancièrement rigide de la masculinité et de la féminité. Et là encore, excusez-moi, c'est assez ironique que ce soit finalement les féministes qui insistent pour avoir une approche à ce point caricaturale et rigide de la masculinité et de la féminité. Tout de même, elle a modéré sa position en passant de « les cerveaux humains n'appartiennent pas à de catégories distinctes mâles et femelles » pour finalement dire que ce n'est pas très clair. Or, c'est faux, c'est très clair. À noter toutefois que je n'ai pas abordé certaines critiques qu'elle a reçues, parce que je les ai pas trouvées pertinentes, mais sachez qu'elles existent. Et d'ailleurs, on peut au moins lui reconnaître une chose, c'est de ne pas fuir la discussion et le débat, contrairement à Catherine Vidal dont j'ai parlé plus haut, qui est en gros l'équivalent français de Davna Joel. Elle, sa technique, c'est de faire en sorte qu'elle n'ait pas de contradicteur lors de ses interventions.
Bon, au-delà de ces réponses critiques, que dit la science? Parce que là, ces réponses n'étaient pas forcément très poussées, notamment celle de Rosenblatt par exemple. Sommes-nous capables de distinguer les cerveaux des hommes et des femmes? La réponse est là encore très clairement oui. Rien que pour l'année 2018 par exemple, je vous ai trouvé l'étude de Van Putten, Sepperband, Zhang et Anderson, qui prédisait le sexe des cerveaux respectivement à hauteur de 80, 83, 87 et 93%. Luo, en 2019, présentait une efficacité de 96%. On sait le faire, et on sait le faire même très bien. Par ailleurs, gardez en tête que ces études utilisent pour la plupart des méthodes d'analyse et de mesure qui sont différentes et qui pourraient donc être combinées pour atteindre une efficacité proche de 100%. Le plus souvent, ce sont des IRM. On a par exemple Attelman et Murao Miranda qui présentent une étude encore en révision et une efficacité de 98%. L'étude de Van Putten utilise quant à elle l'électroencéphalogramme. Par ailleurs, il serait intéressant de contrôler l'orientation sexuelle des sujets étudiés. Je suis à peu près certain qu'on pourrait augmenter la précision des résultats en contrôlant ces cas particuliers, voire même en les étudiant en parallèle. Malgré toutes ces infos, cette position socio-constructiviste continue d'être fermement défendue. Cette position est-elle alors seulement réfutable? Sont-ils capables d'aligner ces mots? Nous avions tort. Honnêtement, j'en doute fortement. Au-delà de tout ce que j'ai déjà présenté, intéressons-nous brièvement aux propos de Weiss, tenus dans une publication en 2019. Dans cette étude, malgré des données extrêmement limitées de leur propre aveu, ils ont été capables de distinguer hommes et femmes en fonction de leur cerveau à hauteur de 75%. Quand je lis ça, je me dis que c'est vraiment un coup de maître, une véritable réussite. Mais pour résumer, selon eux, ce n'est toujours pas suffisant, étant donné que l'efficacité n'est pas de 100%. Il y a un chevauchement qui persiste. Honnêtement, c'est complètement absurde et franchement lassant. C'est comme si on choisissait des outils de mesure volontairement peu précis pour ensuite prétendre que le manque d'efficacité des mesures prouve quoi que ce soit à propos de l'objet étudié. Peu importe le résultat trouvé, ils ont déjà tiré leurs conclusions. C'est pour ça que cette position est tenue en parallèle de l'argument de la plasticité cérébrale. Certains finissent par admettre ces différences en fait, mais ils rationalisent a posteriori en disant que les femmes et les hommes sont différents, mais c'est parce qu'on les met dans des cases différentes, et le cerveau s'adapte parce qu'il est plastique. Au-delà de la somme de limitations de ce contre-argument, il implique forcément que les cerveaux des hommes et des femmes sont bel et bien différents. C'est simplement la cause qui change, mais le résultat est le même. Les cerveaux des hommes et des femmes sont différents et on peut les distinguer, et ce, même au-delà des zones liées aux parties génitales. En prenant un peu de recul sur ces résultats, on voit qu'il existe plusieurs limitations qui sont avancées, et pour moi, elles manquent clairement de pertinence. La première, que Joël a d'ailleurs abordée, c'est la taille relative des hommes et des femmes. Les hommes étant plus grands que les femmes en moyenne, leur cerveau est en conséquence plus volumineux, et c'est l'une des principales différences entre les cerveaux des hommes et des femmes. Sauf que premièrement, ces différences de taille entre les hommes et les femmes ne sont pas des constructions sociales. Elles relèvent du dimorphisme sexuel lié à la biologie. Donc régresser ce facteur pour tenter de valider l'hypothèse socio-constructiviste n'est clairement pas justifié. Deuxièmement, les tailles relatives des hommes et des femmes n'expliquent pas toutes les différences, pour toutes les caractéristiques, mais seulement pour certaines d'entre elles. Et même quand on fait une analyse multifactorielle de ces différences en contrôlant les tailles des cerveaux, les différences persistent et restent significatives, largement. Et quoi qu'il en soit, l'importance de la taille est surestimée. Certes, chaque route passe de 93% d'efficacité à environ 70% en contrôlant le volume cérébral, mais ça n'invalide pas les différences parce qu'on reste tout de même à 70%, déjà premièrement, ce qui est bien supérieur à 50%, et ça ne signifie pas non plus que c'est le principal facteur déterminant. Alors, pour expliquer ce deuxième point, comme quoi malgré cette différence d'efficacité, la taille n'est pas le facteur déterminant, je vous propose une analogie avec l'archéologie. Quand on trouve un squelette humain, on peut deviner à sa taille si c'est un homme ou une femme, avec une fiabilité toute relative. Mais même si les hommes sont plus grands que les femmes, le bassin des femmes est plus large que celui des hommes. Donc en plus de la taille absolue du squelette entier, il faut étudier le rapport entre la taille des hanches et la taille globale du squelette. Et c'est seulement là qu'on peut déterminer avec une fiabilité largement satisfaisante le sexe du squelette. Pour un squelette récent faisant, disons, 1m68, sa taille est comprise entre les tailles moyennes des hommes, 1m75, et celle des femmes, 1m63. Difficile donc de déterminer son sexe à partir de cette seule information. Pourtant, l'utilisation d'une autre information améliore drastiquement l'identification. Ce n'est pas l'un ou l'autre facteur qui est plus important que l'autre, c'est la mise en relation qui importe. Les deux pris séparément n'ont pas beaucoup plus d'efficacité l'un que l'autre. Et c'est d'ailleurs l'une des conclusions de Zhang. Les tailles relatives des cerveaux ne sont pas le principal caractère discriminant. Et enfin, même en sachant que les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes, on peut déterminer le sexe associé à un cerveau en étudiant les zones plus développées chez les femmes. Pour conclure cette première partie, je tiens tout particulièrement à rappeler que ces études ne montrent en aucun cas, ni n'aspirent à le faire, que les hommes seraient supérieurs aux femmes.
L'étude de Lotze et ses collègues, par exemple, spécule même que les zones plus développées chez les femmes pourraient leur procurer un avantage cognitif dans divers domaines, et réciproquement pour les hommes. Parler de ces différences ne devrait pas être polémique, tout comme dire que les hommes sont plus grands que les femmes en moyenne ne l'est pas. C'est la vérité et c'est tout ce qui devrait importer. Connaître une femme plus grande qu'un homme n'invalide pas non plus la règle générale, et en parallèle, cette règle générale n'empêche pas une femme d'être plus grande qu'un homme. En réalité, chez les évopsies, personne ne hiérarchise les hommes et les femmes. Les chercheurs observent simplement que les hommes et les femmes sont bons et moins bons dans différents domaines, en moyenne, et c'est ce qui tracasse réellement les socioconstructivistes. L'évopsie rappelle la sagesse populaire qui est perdue en Occident à l'heure actuelle, prônant une complémentarité des sexes plutôt qu'une égalité bête et méchante. L'avantage de l'évopsie par rapport à la sagesse populaire, c'est qu'elle montre aussi l'importance de la variance et des cas particuliers, et donc que les hommes peuvent être de bons pères au foyer, et à l'inverse que les femmes peuvent être de bonnes directrices d'entreprise. Il s'agit d'expliquer ces différences avec rigueur plutôt que de crier à tout va au patriarcat comme le font certains féministes. En revanche, il ne s'agit pas non plus de forcer les gens à se conformer à ces tendances, comme le font certains traditionalistes. L'évopsie explique les différences, elle n'aspire pas à les renforcer. Seuls les socioconstructivistes ont un agenda idéologique, celui de la déconstruction. Seuls les socioconstructivistes disent qu'il faudrait faire quoi que ce soit. À la rigueur, les évopsies disent tout au plus qu'il faudrait laisser les gens faire ce qu'ils veulent, mais ça va pas plus loin que ça. Avant de passer à la deuxième partie, résumons donc ce qu'il y a à retenir de cette première partie. Il existe des différences entre les hommes et les femmes, que ce soit en termes de comportement, de personnalité ainsi que de neuroanatomie. Ces différences sont pour la plupart faibles, mais néanmoins très nombreuses, et c'est cette masse de petites différences qui aboutit à des comportements, des personnalités ainsi que des cerveaux très différents. Il y a 3 grandes positions chez les socioconstructivistes à ce sujet. Le plus anecdotique est de nier en bloc ces différences. Et les 2 positions les plus fréquentes sont de minimiser ces différences autant que possible et ou de les justifier par la socialisation, le patriarcat, la division du travail, etc. Maintenant que nous avons admis que ces différences existaient et étaient larges, regardons si elles sont culturellement dépendantes. L'approche socio-constructiviste peut en réalité se résumer à un simple raisonnement circulaire. Il formule d'abord une hypothèse, tout n'est que construction sociale et les stéréotypes qui sont des constructions sociales génèrent ces différences. Dans un deuxième temps, les socioconstructivistes utiliseront fallacieusement cette hypothèse qu'ils étaient censés prouver afin de justifier l'antéposition des stéréotypes sur les différences genrées. C'est un raisonnement fallacieux car circulaire. La réalité, c'est que les stéréotypes sont bien souvent exacts, même si ça reste intrinsèquement des généralisations abusives. L'observation des différences genrées joue certainement un plus grand rôle dans la genèse de ces stéréotypes que les stéréotypes culturels et la socialisation eux-mêmes. Les stéréotypes sont basés sur les différences, plus que les différences ne sont basées sur les stéréotypes. Un bon moyen de se rendre compte si la culture influe ou non sur ces stéréotypes, c'est d'étudier plusieurs cultures en parallèle, et si possible un grand nombre, et qui sont très différentes les unes des autres. Si la culture influe significativement sur les individus, alors les environnements socioculturels les moins rigides devraient présenter une convergence des personnalités et des comportements des hommes et des femmes. Alors est-ce le cas ? Bien, il semblerait fortement que non. Et pire, il est même très probable que ce soit même l'inverse qu'on observe. Plus les gens sont libres de toute contrainte socioculturelle, plus les hommes et les femmes agissent différemment. C'est ce qu'on appelle le Gender Equality Paradox. Nous allons donc étudier les 3 hypothèses possibles. Dans un premier temps, celle qui dit qu'il n'y a carrément pas de corrélation, puis la position socio-constructiviste disant qu'il y a une corrélation positive, c'est-à-dire que plus les hommes et les femmes ont le choix de faire ce qu'ils veulent, plus ces choix se rejoignent. Et enfin, nous aborderons la dernière hypothèse, celle qui prétend qu'il y a une corrélation inverse, c'est-à-dire que plus les hommes et les femmes ont le choix, plus ils sont différents. L'absence de corrélation peut signifier 2 choses. Ou bien il y a des changements, mais sans qu'un schéma ou un pattern ne se dessine. Les changements se font dans tous les sens, sans logique apparente, visiblement. Ou alors ça peut signifier une autre chose, il n'y a tout simplement pas de changement. Bien que ces 2 phénomènes signifient différentes choses, ils permettent au moins de réfuter la position socio-constructiviste, dans le sens où il n'y aurait absolument aucune corrélation observée, dans les 2 cas. Dans le cas des variations contradictoires, ce sont les observations les moins satisfaisantes dans le sens où elles ne peuvent nous permettre de tirer une conclusion. Peut-être que c'est la preuve que le socio-constructivisme est vrai, mais il ne serait que partiellement vrai dans ce cas puisque les variations ne suivent pas l'égalitarisme d'une culture, mais on voit quand même des variations. Et ceci indique donc en parallèle que la biologie ne fait pas tout, et que nos choix, nos comportements, nos personnalités sont sensibles à l'environnement. Quoi qu'il en soit, le cas de figure des variations contradictoires est peu présent. C'est un résultat qu'on trouve assez rarement. L'autre cas de figure, qui lui est un peu plus fréquent, c'est celui de l'absence de variation. Il s'agit du cas de figure qui valide le plus l'approche évopsie. L'absence de variation montre que nous sommes que peu influencés par la socialisation, mais aussi l'environnement plus généralement. Cependant, concernant l'influence dans l'environnement, il serait présomptueux de tirer une telle conclusion aussi hâtivement.
En effet, les études interculturelles présentent souvent un biais qu'on appelle le problème de Galton. Sans rentrer dans les détails, c'est une autocorrélation entre cultures jugées différentes alors qu'elles ne le sont en réalité très peu. Par exemple, si vous faites une étude interculturelle avec uniquement des pays européens, en réalité vous ne pourrez pas tirer de conclusions sur l'espèce humaine en général, mais seulement sur les ethnies européennes. Fort heureusement, on peut contrer cette limitation, notamment en étudiant des cultures provenant de continents différents, mais aussi en incluant des cultures insulaires ou alors très isolées de manière générale. Ce sont le plus souvent des cultures non industrialisées, ce qui est par ailleurs très intéressant pour comparer. Une autre façon d'étudier ces différences est de faire une étude longitudinale. C'est ce qu'ont fait Zell et ses collègues en 2015 par exemple. Dans leur méta-analyse, ils trouvent que les différences entre les hommes et les femmes sont en majorité faibles. Là-dessus, pas de surprise, c'est cohérent avec ce qu'on a vu en première partie. Mais malgré la petite taille de ces différences, elles ne varient pas quel que soit l'âge, la culture ou la génération étudiée. Ainsi, en près d'un siècle de féminisme et de progressisme, les différences de personnalité entre les hommes et les femmes n'auraient pas vraiment changé. Cette hypothèse valide l'approche Evopsy et réfute clairement l'idée que les constructions sociales auraient un impact majeur sur nous. Sinon, il faudrait formuler une hypothèse ad hoc prétendant que des mécanismes antagonistes soient à l'œuvre. Donc ça c'était pour la première approche. Concernant la deuxième, qui prétend que plus un pays est égalitaire, plus les hommes et les femmes sont similaires, en réalité très peu d'études sérieuses tirent ce genre de conclusion. Alors on le voit quand même pour certains domaines comme la consommation de stupéfiants par exemple, qui augmente chez les femmes à mesure qu'elles sont traitées comme les égales des hommes. On observe aussi sur la capacité des hommes à reconnaître le visage de célébrités, qui se rapproche de celle des femmes à le faire. On observe aussi cette tendance au niveau des différences de contrôle attentionnel, au sujet de l'agressivité. L'agressivité est certainement le thème le plus équivoque parmi les thèmes que j'aurais évoqués dans cette vidéo. Archer, dans sa fameuse méta-analyse de 2005, trouve aucune évolution. Ici, on trouve une corrélation plutôt positive, et vous verrez dans la partie suivante qu'on trouve parfois une corrélation négative. Donc ce cas de figure reste en suspens en ce qui me concerne. On a énormément d'infos, mais elles ne sont pas concluantes. Peut-être est-ce une erreur de ma part, donc prenez ça avec un gros grain de sel, mais ces données m'encouragent plutôt à penser que l'agressivité n'est pas corrélée avec l'égalitarisme d'un pays. Beaucoup prétendent que cette approche est valide en ce qui concerne les choix des partenaires des hommes et des femmes. En réalité, c'est faux, mais comme précisé plus tôt, je parlerai de ce sujet en détail dans une vidéo à part entière. Sachez simplement que ces études existent et qu'elles sont nombreuses. En réalité, il y a peu, voire pas d'études réellement fiables qui montrent une corrélation générale positive entre égalitarisme d'un pays et proximité des choix et personnalité des hommes et des femmes. Alors j'ai un peu mauvaise conscience de ne pas aborder en détail les cas des préférences d'accouplement. Alors pour les sceptiques, je vais pas me baser sur mes conclusions à ce sujet étant donné que je ne les ai pas développées. Mais bref, quoi qu'il en soit, je me permets de faire l'impasse sur ce sujet parce que c'est le seul sujet où il y a réellement des études qui pourraient permettre d'appuyer cette hypothèse. Tout ceci nous amène donc à la troisième hypothèse, qui est que plus un pays est égalitaire, plus les choix des hommes et des femmes sont différents. C'est globalement le consensus actuel concernant les comportements et les personnalités des hommes et des femmes en général. Et on retrouve aussi cette tendance à propos de thèmes plus spécifiques, comme l'agressivité, la proportion de filles en STEM, qui est le cas le plus connu, mais aussi la confiance en soi, par exemple, ou l'importance accordée au romantisme. Les différences sont plus larges dans les pays égalitaristes que non égalitaristes, et ça c'est assez contre-intuitif, mine de rien. Même en corrigeant le niveau économique des pays étudiés, les différences persistent. On peut même observer ce phénomène jusque dans les manières de faire du shopping, par exemple, ce qui est assez cocasse. Par ailleurs, on sait que les filles dans les pays les plus égalitaires sont plus stressées au sujet des maths et elles y accordent une moindre importance que dans les pays les moins égalitaires. Alors, à défaut de réfuter l'existence d'une nature féminine et masculine, il faudrait au minimum admettre que le féminisme n'est pas le bon chemin à emprunter pour atteindre l'égalité, étant donné qu'il rend les filles anxieuses et désintéressées des maths. Et bien évidemment, on retrouve aussi cette tendance au sujet des critères d'accouplement, en réalité. Mais encore une fois, j'aborderai ça plus en détail dans une vidéo dédiée. Globalement et de manière invariable, les femmes sont toujours plus dépressives que les hommes, dans tous les pays étudiés. Par ailleurs, le nombre absolu de dépressifs est plus bas dans les pays égalitaires que dans les autres. En revanche, les différences de dépression entre les hommes et les femmes, elles sont plus élevées dans les pays égalitaires. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes dépressives dans les pays égalitaires qu'il n'y a plus de femmes dépressives dans les pays non égalitaires. On observe aussi cette corrélation négative au sujet de la fréquence à laquelle les gens pleurent. Après réflexion, je préfère faire une aparté directement ici pour préciser que la majorité de ces corrélations ne sont pas causées par l'égalitarisme d'un pays. J'ai peur que ceux qui l'auraient compris ou même remarqué sur certains des abstracts précédents se tirent les cheveux avant que je ne le dise directement, ou alors si ce sont des détracteurs de mes vidéos, qu'ils considèrent que j'induis les gens en erreur. Donc pour que ce soit clair, dans un sens comme dans l'autre, il y a très peu de chances que ces variations ne soient directement causées par l'égalitarisme d'un pays ou d'une culture.
Si on prend le fait de pleurer, par exemple, que je viens de citer, les chercheurs précisent expressément les causes de cette évolution, et ce n'est pas directement l'égalité homme-femme. On peut considérer que ça fait partie des causes indirectes, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais ce n'est en aucun cas une cause directe, ni même forcément la cause principale. Il y a peu de chances que ce soit le cas honnêtement. Il en va de même pour la différence de consommation de stupéfiants, des taux de dépression ou des taux de suicide. La réalité, c'est que les femmes sont beaucoup plus instables dans les sociétés développées, qui sont généralement des sociétés égalitaristes. Mais comme de base, elles consomment moins de stupéfiants que les hommes, et ben là, elles les rattrapent. Mais à l'inverse, elles sont de base plus dépressives que les hommes, et du coup là, l'écart s'agrandit. Donc en réalité, parfois quand on observe des corrélations inverses sur des sujets similaires, il s'agit en réalité des mêmes causes et des mêmes mécanismes sous-jacents. Et surtout, l'égalitarisme est rarement la cause directe ou principale. En conclusion de cette partie, on sait donc que les prémices nécessaires à la position socio-constructiviste ne sont pas validées. Et pire, ce sont plutôt les prémices inverses qui le sont. Il y a en réalité très peu de corrélations validant cette position, et ces corrélations sont en plus assez superficielles. Et comme je viens de le préciser, certaines de ces corrélations peuvent même se baser sur les mêmes mécanismes qui différencient les hommes et les femmes. Donc même dans les quelques cas restants où on observe une corrélation positive, l'hypothèse explicative du socio-constructivisme semble très peu crédible, puisqu'il ne s'agit certainement que d'une question de temps avant que les femmes ne rattrapent les hommes, puis s'en éloignent à nouveau, notamment au sujet de la consommation de stupéfiants. Néanmoins, même si la position socio-constructiviste est déjà grandement affaiblie, pour ne pas dire réfutée, il ne faut pas omettre que ces variations relativisent par la même occasion une position qui serait du tout biologique. On ne peut présenter l'explication monocausale, et on sait alors que le déterminisme biologique n'est certainement pas absolu, et que d'autres facteurs sont à prendre en compte. Il s'agit certainement de facteurs environnementaux. Il nous faut donc nous tourner vers plusieurs hypothèses explicatives. Pour ce faire, il m'a paru nécessaire d'étudier au préalable l'apparition de ces différences ainsi que leurs évolutions au cours de la vie d'un individu. Toutes les études précédemment citées portaient sur des adultes, ou à la rigueur des jeunes adultes. Or, il est intéressant de voir les résultats sur des adolescents. De Boll et ses collègues en 2015 ont montré que les différences entre les sexes étaient constantes entre les cultures, et ce, dès l'adolescence. Et chose intéressante par ailleurs, ils ont montré que ces différences étaient déjà plus prononcées dans les cultures les plus égalitaires, même si ces différences étaient bien évidemment moins fortes que chez les adultes. Et ces résultats ont été répliqués. Donc là encore, difficile de dire que ce sont les stéréotypes qui sont à l'origine de ces différences, mais on y reviendra plus tard. De Boll et ses collègues signalent aussi dans cette étude que l'augmentation de ces différences semble coïncider parfaitement avec la puberté. Alors à moins de prétendre que la puberté ainsi que le décalage entre le début de la puberté masculine par rapport au début de la puberté féminine soit le fruit de la socialisation, l'exacerbation de ces petites différences semble être en premier lieu due à la biologie. C'est quand même un sacré hasard que ces différences coïncident avec le début de la puberté chez les filles et les garçons. Ces résultats sont répliqués par Candler et ses collègues en 2019 qui eux avaient une approche génétique. On peut observer le même lien quand on s'intéresse non pas au comportement, mais au cerveau. Le lien statistique avec les niveaux de testostérone est clair. Il y a donc une continuité entre l'adolescence et l'âge adulte. Si la socialisation a un impact majeur, il faut observer en amont. Pour un documentaire à ce sujet, je vous renvoie au premier épisode du documentaire Hier Novasque, qui est ultra connu. On voit que du nourrisson à la petite enfance, bien que les différences cérébrales existent entre les filles et les garçons, elles n'augmentent globalement pas, ou en réalité assez peu. Mais là déjà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un indice que l'hypothèse socio-constructiviste surestime l'importance de la socialisation. En effet, les enfants y sont plus sensibles que les ados et les adultes, et la plasticité cérébrale est plus grande à cet âge. Or, la différenciation est bien plus grande à l'adolescence. C'est pas une preuve en soi, du coup, mais au moins un indice que l'hypothèse socio-constructiviste est là encore très faible. Par ailleurs, on observe que de nettes différences étaient déjà présentes à la naissance. Et là encore, je ne peux l'expliquer, mais même quand certaines publications présentent un dimorphisme clair, ils estiment que ces différences ne sont plus pertinentes si on contrôle les volumes cérébraux. Alors une dernière fois, les différences de volumes cérébraux sont-elles des constructions sociales ou sont-elles biologiques ? Elles sont biologiques. Et ces différences sont-elles liées au sexe ? Oui. Alors en quoi régresser ces différences en fonction de ces volumes relatifs est-il pertinent et réfute d'une quelconque manière le dimorphisme sexuel ? En rien. Par ailleurs, certaines des différences ne peuvent être socialement construites. Typiquement, le nombre de neurones. Et on sait que les hommes ont 16% de neurones en plus que les femmes. Et si je peux me permettre une petite remarque, les hommes présentent bien plus de comportements risquant de diminuer leur nombre de neurones que les femmes. Et enfin, on peut même remonter plus loin que ça avant la naissance. Des chercheurs ont récemment réussi le tour de force d'étudier directement le cerveau de fœtus.
Malheureusement, ce genre d'étude étant délicate, les résultats ne peuvent être que limités. Néanmoins, les résultats restent significatifs. Ce que l'on peut retenir de tout ça, c'est que les hormones sont décisives dans les différences entre les hommes et les femmes. Pour enfoncer le clou, regardons des cas particuliers. Comment se comportent les filles ayant reçu des quantités anormalement élevées d'androgènes ? Eh bien, sans surprise, elles préfèrent les jouets pour garçons. Tout concorde littéralement. Il est donc rigoureusement prouvé que les différences entre les garçons et les filles sont au moins partiellement et de manière significative dues aux hormones. On ne peut donc définir une parité stricte comme étant le symptôme d'un traitement égalitaire. Quoi qu'il en soit, que se passe-t-il dans un autre cas particulier ? Celui où on encourage vivement les filles, par exemple, à jouer avec des jouets pour garçons. Eh bien là, les différences sont minimes. Et même en contrôlant cette socialisation présumée, les différences restent très larges. L'hypothèse la plus tentante est celle qui consiste à dire que les femmes et les hommes sont de nature différente, et qu'ils aspirent donc naturellement à différentes choses, qu'ils accordent naturellement de l'importance à différentes choses aussi, etc. Cette hypothèse évidente depuis toujours, et encore aujourd'hui dans les pays non occidentaux, ne l'est plus chez nous depuis que notre société s'est grandement émancipée des contraintes naturelles. L'une des principales différences des capacités entre les hommes et les femmes réside dans la visualisation spatiale. Les hommes sont meilleurs dans ces domaines. Ainsi, l'origine est-elle génétique, environnementale ou bien alors socio-culturelle ? Eh bien, elle est presque exclusivement génétique et environnementale. La socialisation n'a que peu voire pas d'effet. Et ça, c'est l'une des plus grosses différences entre les hommes et les femmes. On retrouve la même chose pour la maîtrise de soi, la timidité, la moralité, les maladies, et au risque même de surprendre les socioconstructivistes, tout particulièrement les désordres cognitifs. On retrouve la même chose pour les opinions et l'engagement politique, par exemple. Là, c'est assez intéressant parce que on voit que la part expliquée par la génétique varie en fonction du sujet. Par exemple, pour le clivage gauche-droite, les différences s'expliquent à 15% par la génétique, alors qu'on est à 60% pour l'immigration. Et anecdote assez rigolote, les différences d'opinion au sujet du féminisme s'expliquent à plus de 40% par la génétique. Voilà, je trouvais ça assez rigolo, mine de rien. Plus généralement, on voit un schéma se dessiner. Le bleu est la part génétique expliquant les différences, le vert c'est l'environnement en général, et le rouge c'est l'éducation et l'environnement familial. Mis à part quelques exceptions, l'éducation joue un rôle mineur, et c'est en réalité la génétique et l'environnement en général qui jouent un rôle majeur, tous les deux. Alors, autre anecdote, on observe aussi cette tendance au sujet de l'homophobie. La variance peut s'expliquer par la génétique à entre 36 et 82%, entre 29 et 52% par l'environnement, et entre 0 et 18% par l'éducation seulement. Donc il y a de grandes chances que l'homophobie s'explique d'abord par la génétique, puis par l'environnement et enfin par l'éducation. Le plus drôle, c'est que l'homosexualité, quant à elle, s'explique entre 8 et 25% par la génétique seulement. Donc ce qu'on voit, c'est que l'homophobie présente une plus forte héritabilité génétique, 36% au minimum, et certainement plutôt autour de 60 à 70%, que l'homosexualité, qui elle est à 25% maximum. Donc voilà, je trouvais ça assez rigolo. Et que voit-on en parallèle ? Que les capacités des homosexuels correspondent à celles du sexe opposé. On peut affirmer la même chose au sujet des trans par exemple. Leur cerveau se rapproche du sexe auquel ils s'identifient. On en a des mesures objectives. Or, une cause sociale à ceci est tout bonnement impossible, à cause de la cisnormativité et l'importante transphobie de notre société. La position actuelle des socioconstructivistes est en fait la même que celle des réacs d'il y a 2-3 générations. Ils sont contre la science et l'évolution et considèrent que les gens vont devenir gays maintenant que c'est accepté. Or, c'est faux. Leur position implique que les thérapies de conversion devraient fonctionner. Or, c'est pas le cas. On parle souvent d'un cas théorique idéal, dans lequel on observerait des nouveau-nés se développer dans un environnement stérile pour voir si ces différences apparaîtraient d'elles-mêmes. Mais pour des raisons d'éthique évidentes, de telles expériences ne sont pas menées. L'existence même des trans devrait suffire grandement à affaiblir la position socio-constructiviste. Comment des trans pourraient-ils exister alors qu'ils ont été éduqués selon les codes du genre opposé ? Ça n'a pas de sens. Et en réalité, on est dans un cas encore plus convaincant que l'expérience théorique dont j'ai parlé. Parce que malgré les stéréotypes contraires, les trans persistent à exister. Idem pour les homos d'ailleurs. On sait sans l'ombre d'un doute que l'égalitarisme d'un pays n'augmente pas le nombre d'homos, n'en déplaise aux féministes intersectionnels, mais aussi aux réacs. Une autre façon d'appréhender cette expérience théorique, c'est d'étudier des individus ayant été soumis à une socialisation, puisqu'on n'a pas le choix, mais qui seraient insensibles à cette socialisation. C'est alors que les tueurs en série font leur entrée. Ce sont des sociopathes incapables de ressentir de l'empathie. Ils sont de très bons sujets pour étudier notre nature quand elle est dénuée de la surcouche sociale. Leur sensibilité à la socialisation est quasi nulle. Et sans réelle surprise, les positions socio-constructivistes sont là encore invalidées, alors que les positions évolutionnistes, quant à elles, sont validées. On voit par exemple que les hommes utilisent surtout des méthodes violentes, ils traquent leur proie et cherchent avant tout du sexe, quand les femmes à l'inverse utilisent des procédés beaucoup plus subtils. Elles piègent ou leurrent leur proie, notamment avec du sexe d'ailleurs, et cherchent à acquérir des ressources.
Par ailleurs, Guimond et ses collègues en 2007 supputaient déjà qu'en plus de l'individualisme plus grand dans les pays égalitaires, l'omniprésence des comparaisons compulsives entre les sexes enferme ces deux sexes dans leurs stéréotypes respectifs. Et ceci semble validé par Mavrokonstantis en 2015. Si la socialisation a un effet sur les petites filles, il s'agit d'un effet inverse à celui attendu par les progressistes. En effet, les petites filles élevées dans des familles où c'est la mère qui rapporte l'argent sont celles qui ont le moins envie de reproduire ce schéma. Les filles éduquées par des femmes fortes, indépendantes, carriéristes sont celles qui veulent le moins devenir une femme forte, indépendante et qui rapporte le pain sur la table. Ces filles, au contraire, souhaitent reproduire les normes traditionnelles. Alors, j'ai aussi pensé à une autre hypothèse explicative. Il se peut qu'il y ait eu un décalage entre la libération des femmes sur le plan des opportunités avec leur sentiment de libération. Elles sont devenues factuellement libres de leur choix, mais quelle qu'en soit la raison, elles avaient encore le sentiment d'être enfermées dans leur rôle traditionnel. La raison pourrait être le discours féministe omniprésent qui aurait donné aux femmes cette illusion d'absence réelle de choix. Même si on leur donnait le choix en apparence, inconsciemment elles ont cru qu'elles ne l'avaient pas réellement, et qu'elles devaient donc se conformer aux stéréotypes désuets que les discours féministes leur avaient mis dans la tête. Cette hypothèse personnelle est à ma grande surprise appuyée par une méta-analyse. Cette méta-analyse concerne l'estime de soi uniquement, et il semblerait qu'il y ait bel et bien plusieurs étapes. À l'étape 0, avant la libération, il y a peu, voire pas de différence entre les hommes et les femmes. Ensuite, on libère les femmes progressivement, et s'ensuit une baisse absolue de l'estime de soi des femmes, mais aussi relativement aux hommes. Cette différence s'élargit avec le temps et la libération des femmes, et ce n'est qu'ensuite qu'elle se rapproche de retour des hommes. Alors autant l'étude est solide et tout, autant je trouve que leur abstract est dramatiquement lacunaire. On remarque qu'en réalité, ces différences d'estime de soi sont vraiment très très faibles. On a un G qui vaut 0,1 en gros. Alors rapidement, on va dire que c'est la même chose que le dé de Cohen qu'on a vu précédemment. En valeur absolue, G égale 0 indique une différence nulle, 0,2 une différence faible, 0,5 modérée, et à 0,8 on a une grosse différence. Et là, on est à 0,1. C'est très très faible. J'ai voulu vérifier si les variations étaient quant à elles significatives. Et globalement, pas des masses en fait, sans rentrer dans les détails. Donc personnellement, j'aurais tendance à ne pas réellement partager leur enthousiasme à ce sujet. Ils ont fait quelques régressions, et notamment en fonction de l'égalitarisme d'un pays. Et la seule catégorie d'âge dont l'évolution semblait causée par l'égalitarisme, donc je rappelle l'évolution toutefois pas forcément significative, c'est la plus ancienne. Donc celle au sein de laquelle les différences grandissaient. Pour les autres, G n'est pas lié à l'égalitarisme. Donc là encore, je doute qu'on puisse réellement accorder énormément de crédit à tout ça, mais voilà, ça m'a juste fait un petit peu sourire. Donc encore une fois, je comprends pas trop leurs conclusions, et ne les partage finalement pas, même si sur le papier, au début, j'étais plutôt d'accord et que l'idée en elle-même me paraît plutôt crédible. Une autre interprétation est de considérer que les différences minimes entre les garçons et les filles dès la naissance sont exacerbées via le circuit de récompense du cerveau. Ainsi, les filles seraient légèrement meilleures dans certains domaines, et réciproquement pour les garçons, ce qui les encouragerait à poursuivre dans ces domaines. Les gens ont tendance à aimer les disciplines dans lesquelles ils sont bons. Ceci est validé par exemple par le fait que les filles en STEM sont des filles qui aimaient les mêmes jeux et activités que les garçons depuis leur enfance, notamment les Lego par exemple. Par ailleurs, on sait que les filles très bonnes en maths sont souvent très bonnes dans les matières littéraires aussi. Donc si elles sont meilleures que les garçons tout en ne choisissant pas des filières de mathématiques, par exemple, ce n'est pas dû à leur oppression supposée ou je ne sais quoi, mais leurs aspirations personnelles comblées par leur capacité hors norme à tous les niveaux. Une autre hypothèse concerne les modalités de reproduction. Les avancées technologiques créent des volontés égalitaristes, mais en parallèle, on sait que ces avancées technologiques modifient les modalités d'accouplement des hommes et des femmes. Par exemple, dans les sociétés moins égalitaires, la consanguinité est très élevée. On atteint presque les 40% en Algérie, par exemple. Lucas Zevskin et ses collègues en 2017 développent le même genre d'explication. Ce serait aussi les différences de diversité de personnalité qui expliqueraient au moins en partie ces divergences grandissantes. Les sociétés développées et égalitaires présentent une plus grande diversité d'opinions et de personnalités, mais en parallèle, ceci impliquerait une plus grande différence entre les individus de ces cultures, et donc entre les femmes et les hommes. En conclusion de cette troisième partie, la socialisation, aussi appelée environnement partagé, a en fait un impact mineur, voire superficiel. On voit que l'environnement, aussi appelé environnement non partagé, est un facteur important, et que la génétique seule ne suffit pas à expliquer les comportements différenciés des hommes et des femmes. Aussi, ils réagissent différemment au même environnement. Donc contrairement à ce que les féministes aiment prétendre, mettre les hommes et les femmes dans le même environnement ne les rendra pas similaires. Même s'ils sont dans le même environnement depuis la naissance, ils seront différents. Attendre que des quotas soient remplis n'est pas une métrique pertinente pour considérer qu'on a atteint une justice entre les sexes.
Mais aussi, l'observation de différences n'est pas suffisante pour arguer qu'il est une injustice, ni même une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Plutôt que de nier ces différences, il serait préférable de montrer en quoi les femmes ou la féminité sont importantes pour la société. Le cas le plus parlant est celui des médecins dont j'avais déjà parlé dans cette vidéo. Les femmes passent plus de temps avec chaque patient, elles sont plus attentives, appliquées et à l'écoute. Les hommes ont tendance à enchaîner les consultations. Il ne s'agit donc pas de reléguer la féminité ou les femmes aux basses besognes peu prestigieuses. Les femmes seraient multitâches. On remarquera que c'est particulièrement à la maison qu'elles sont multitâches. Il ne s'agit pas non plus d'enfermer les gens dans des cases. Si des femmes sont de bonnes mécaniciennes, il ne serait pas justifié de les empêcher de poursuivre une telle carrière. Simplement, il ne faut pas s'étonner que peu de femmes le fassent. Et il ne faut pas considérer ça comme étant une injustice. Parce que ça ne l'est pas. Les progressistes d'aujourd'hui ont la même position que les réacs d'hier. Selon leur position, les thérapies de conversion devraient fonctionner. Or, c'est pas le cas. Les citoyens ne sont pas interchangeables, chacun a sa personnalité, ses qualités ainsi que ses défauts. Pourtant, tous naissent et demeurent égaux en droit et on aspire à ce qu'ils le soient en opportunité. Malgré les différences individuelles, tous doivent être traités de la même manière et en fonction de leurs actes. Il en va de même pour les hommes et les femmes. Je crois que les gens ont grandi avec cette note d'intention et ont confondu cette note d'intention comme étant une vérité. Or, c'est pas le cas. Traiter les gens de la même manière et considérer qu'ils sont interchangeables, c'est pas la même chose. Ma position finale est que les différences entre les hommes et les femmes s'expliquent principalement par la génétique et l'environnement non social. Donc même si j'ai tendance à mettre de côté la socialisation, ça n'implique pas que je prends au sérieux quelqu'un qui invoquerait exclusivement la nature présumée des femmes pour expliquer ces différences. Et c'est d'ailleurs l'idée que j'ai vue le plus souvent dans ces études. L'environnement est généralement à peu près aussi important que la génétique, voire plus. Au passage, dans mon article de Mecto France, j'avais précisé que j'avais préféré ne pas inclure une étude encore en phase de prépublication de Tim Kaiser, pourtant très populaire, qui validait une approche plutôt innée et évolutionniste des différences. Et je peux vous dire que ça troue le cul de devoir rejeter une étude avec un échantillon de 867 000 personnes étalé sur 50 pays. Mais le fait est qu'elle manquait de contrôle et était soumise au problème de Galton, dont j'ai parlé plus tôt. Il a corrigé tout ça et on se rend compte que l'importance de l'environnement non social est très très élevée et ne doit surtout pas être considérée comme secondaire. Et je suppose que vous avez remarqué l'idée qui renaît à chaque fois, c'est que l'égalitarisme n'a pas, ou alors vraiment très très peu d'impact sur cette différence entre les hommes et les femmes. Et autant dans un sens que dans l'autre d'ailleurs. Ce que j'en ai compris, c'est qu'en réalité, les hommes et les femmes sont différents par nature. Le fait de vivre dans l'opulence, plus que dans un pays égalitaire, permet à ces natures de s'exprimer plus librement, et du coup d'afficher au grand jour ces différences qui étaient jusqu'alors réprimées par la pression environnementale. Les différences sont d'abord plutôt faibles, on va dire, et l'opulence permet d'enclencher un cercle vertueux en quelque sorte. L'un des facteurs qui enraille le plus ce cercle, ce sont les maladies, les infections, la malnutrition, etc. Et alors, comme je le précisais dans ma vidéo sur le plafond de verre, c'est pas un mal. Contrairement à ce que sous-entendent les féministes à ce sujet, tenir cette position n'implique pas de rabaisser les femmes, au contraire. Ça permet de montrer que justement, les femmes, et surtout la féminité, sont importantes et ont quelque chose à offrir. Donc non, c'est pas une position de réac déguisée ou quoi que ce soit. Malgré tout ceci, j'espère vous convaincre que les constructions sociales ont tout de même un effet non négligeable. Wow, what? Il est simplement de nature différente. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi de plusieurs façons différentes. La première, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de frontière nette entre l'influence de la socialisation et celle de la génétique, par exemple. Tous ces mécanismes sont dépendants des autres, et ce qu'on définit comme l'un est en réalité en partie l'autre. C'est un peu comme la classification des espèces en quelque sorte. On crée des cases qui sont grossières parce que c'est pratique et qu'on en a besoin, mais il ne faut pas oublier que ce sont avant tout des outils, des modèles, plus qu'une représentation fidèle et juste de la réalité. Ils le sont juste assez pour que ce soit utilisable. Donc voilà, ce premier point sert surtout à relativiser les résultats qu'on trouve. Quand on mesure l'importance de l'environnement non social, en réalité, il y a une part de social là-dedans. En gros, c'est pas un débat opposant la nature et l'artificiel. L'industrialisation est clairement artificielle, et on range ça dans la catégorie environnement non social. Donc quand j'englobe génétique et environnement non social, je ne parle pas uniquement de la nature. Il y a clairement une part artificielle là-dedans. Une autre part importante de l'environnement non social, ça va être par exemple l'environnement intra-utérin. Donc on inclut bel et bien de la nature dans l'environnement non social. Donc voilà, j'espère déjà que ça c'est assez clair. Ce débat n'a strictement rien à voir avec une opposition entre nature et artificiel. Deuxième point, on étudie ces mécanismes à un instant donné pour expliquer le résultat de toute notre évolution. Or, au cours de cette évolution, chacun de ces trois mécanismes ont influencé les autres mécanismes des générations suivantes. Par exemple, une construction sociale est souvent une réponse aux besoins de la communauté. Sauf que ces besoins ont pour origine la biologie ainsi que l'environnement. Nous devons manger et nous reproduire, c'est de la biologie. Et un environnement très hostile nécessitera généralement une organisation sociale différente, généralement beaucoup plus rigide. Et ça, c'est de l'environnement non social, qu'il soit naturel ou artificiel.
Donc même quand on observe qu'à un instant donné, une construction sociale a un impact significatif, l'existence même de cette construction sociale peut reposer sur les deux autres mécanismes. Contrairement à ce que sous-entend très régulièrement, pour ne pas dire systématiquement, la position socio-constructiviste, une construction sociale n'est pas forcément mauvaise ni même purement artificielle. Elle peut être la réponse tout à fait pertinente à des impératifs biologiques ou environnementaux. Donc simplement remarquer qu'un comportement est une construction sociale ne peut suffire à prouver que son comportement devrait changer, qu'il serait injustifié ou injuste ou même qu'il serait artificiel. Ce ne sont en rien des synonymes. Mais si on prend le cas inverse, on sait qu'une construction sociale peut être purement artificielle et ne reposer sur strictement rien de biologique ou environnemental. Mais c'est pas ça qui va l'empêcher d'avoir une influence sur la biologie ou l'environnement. Et là encore, même si on observe actuellement des différences d'ordre génétique ou environnemental, cet aspect biologique et environnemental peut avoir une origine sociale, au moins en partie. C'est ainsi que fonctionne l'évolution en fait, par sélection naturelle et sélection sexuelle. Ces deux mécanismes font que les aspects environnemental, biologique et culturel ont tous les trois leur importance. Même si on ne le voit pas ou peu sur une seule génération, on sait sans l'ombre d'un doute qu'il existe sur plusieurs générations. Et enfin, il y a un écueil qu'énormément de gens font dès qu'on parle d'héritabilité. C'est de confondre un trait et sa variance. Ainsi, ma vidéo porte uniquement sur les différences de genre, pas sur le genre en lui-même. On peut donc affirmer sans l'ombre d'un doute qu'actuellement, les différences entre les hommes et les femmes sont quasiment exclusivement la combinaison d'environnement non social et de génétique. Néanmoins, ça ne dit strictement rien sur ce que nous sommes en tant qu'individus, ni sur le genre en lui-même, quelle que soit la définition du genre, qu'on parle d'expression ou d'identité de genre. Et d'ailleurs, on peut dire la même chose au sujet du sexe. Et je sais que je vais choquer plein de gens, mais le sexe est lui aussi une construction sociale, dans le sens où le sexe humain, qu'il soit masculin ou féminin, est le fruit de l'évolution. Évolution qui a été influencée de manière significative et inquantifiable par nos constructions sociales diverses et variées. Mais encore une fois, dire ça n'a pas les implications que les militants de gauche lui donnent. C'est-à-dire que le fait que le genre soit une construction sociale n'implique strictement pas que les différences genrées le soient, ni qu'elles soient injustifiées, ni qu'elles soient mauvaises, ni qu'elles doivent changer. Ça, c'est une position purement idéologique, pas scientifique. Donc forcément, on peut très bien accepter que le genre, ou même le sexe, est une construction sociale, en plus d'être le fruit d'interaction entre l'environnement et la génétique, tout en étant traditionnaliste. Ce n'est en aucun cas contradictoire. Et à l'inverse, vous ne pouvez vous servir de l'évopsie pour réfuter une idéologie politique comme le féminisme. Le féminisme, c'est pas seulement des a priori sur le monde, ce sont des aspirations. Donc même si ces a priori sont faux, admettons, on peut très bien essayer d'y remédier pour atteindre l'idéal féministe. Sinon, on pourrait dire la même chose des droits de l'homme par exemple. On pourrait très bien prétendre réfuter les droits de l'homme du citoyen avec le même raisonnement. Or, on s'en fout que les humains ne naissent en réalité pas égaux. On aspire à le faire parce que c'est ce qu'on considère comme étant juste, et peu importe que ce soit vrai ou pas en fait. C'est un idéal à atteindre autant que possible. Donc même si c'est factuellement faux, aspirer à respecter les droits de l'homme peut se justifier totalement via l'évopsie. On est une espèce sociale, on a besoin d'altruisme pour survivre et progresser. Donc les droits de l'homme sont justifiés, même s'ils sont faux, et y compris avec une approche évolutionniste. Il en va de même pour le féminisme. Pour le féminisme, il s'agirait de dire que grâce à la singularité technologique dans laquelle nous vivons actuellement, les femmes peuvent tout à fait faire les mêmes activités que les hommes, à 2-3 exceptions près, parce que ça ne remettrait pas en cause la survie de la population. Et à côté de ça, non seulement ce ne serait pas aussi risqué qu'avant de permettre de telles choses aux femmes, mais en plus ce serait une bonne chose. Honnêtement, je pense qu'admettre la nature sociale de ce que nous sommes est très important, quelles que soient vos positions politiques ou préférences idéologiques. Si vous savez que la théorie de l'évolution est juste, alors vous vous devez d'accepter que le genre est aussi une construction sociale. Il faut savoir ce que nous sommes pour pouvoir avancer et surtout progresser en tant qu'espèce ou même à la rigueur en tant que culture uniquement. Alors, j'ai bien conscience que tout ceci peut paraître très étrange et contre-intuitif. Je vais donc essayer de vous expliquer tout ça en prenant plusieurs exemples. Et j'insiste donc sur le fait que le but là, c'est d'expliquer, pas de prouver. Donc inutile d'essayer de réfuter les métaphores que je vais employer, elles seront forcément imparfaites. Je compte sur votre bonne foi à ce sujet. Alors, il y a plusieurs approches qu'on peut tenter. J'ai déjà tenté l'approche de l'évolution des espèces. C'est d'ailleurs pour cette raison notamment que l'évopsie n'est pas en contradiction avec le socio-constructivisme dans l'absolu, et que les évopsies ne nient absolument pas l'importance de la socialisation. Mais je vais tout de même tenter deux autres approches. Donc la première, ce serait celle de la voiture, d'une voiture lambda, puis d'une figure géométrique. Alors, pourquoi votre voiture roule-t-elle ? Est-ce davantage grâce à son moteur, la roue, ou à son conducteur qui appuie sur la pédale d'accélération ? Cette question, elle n'a pas de sens. L'un ne va pas sans l'autre pour fonctionner, et l'un existe par rapport à l'autre. Elle est le fruit de ce que nous sommes et de l'environnement dans lequel nous vivons, cette voiture. Parfois, j'entends que l'homme existait avant les constructions sociales, sauf que c'est faux. Dès l'apparition du genre humain, donc bien avant l'apparition des Homo sapiens, nous étions déjà des animaux sociaux. Et je pense d'ailleurs que vous connaissez un certain professeur de psychologie qui prend l'exemple des homards, par exemple, pour parler des relations de domination. Si vous pensez qu'en des centaines de millions d'années d'évolution, les espèces qui nous ont précédés n'ont pas été influencées par ces constructions sociales, j'ai le regret de vous informer que vous avez tort, purement et simplement.
Pour faire avancer votre voiture, il faut qu'elle soit adaptée à notre nature. Nous avons généralement 2 bras, 2 jambes, pas du derrière la tête, etc. Il faut aussi qu'elle soit adaptée à l'environnement, mais il faut aussi adapter l'environnement à la voiture. Les influences sont réciproques, elles sont mutuelles, et ça n'a pas de sens de se demander laquelle a plus d'influence que l'autre. On parle de dimension ici, pas de quantité. Et aussi, l'utilisation de la voiture influence clairement ce que nous sommes. Elle permet à des gens de survivre ou de mieux vivre, et donc de se reproduire. Elle a donc forcément un impact sur les générations futures. Donc ça, c'était le deuxième exemple. D'abord, l'évolution des espèces, puis la voiture. Et le troisième et dernier exemple, il est un peu différent. Il est un peu plus théorique et abstrait. Prenons un segment. C'est une figure géométrique qui possède exactement une dimension. C'est la nature propre de l'objet, c'est ce qu'il est par définition. Sachant cela, on peut comparer les segments entre eux, suivant leur longueur. Mais si on rajoute une dimension à cette figure, sa nature change. Ce n'est plus une figure géométrique à une dimension, mais à 2 dimensions. Et il est impossible de séparer ces 2 dimensions les unes des autres. C'est la combinaison de ces 2 dimensions qui définit l'objet. Aucune de ces dimensions n'est plus importante qu'une autre. Alors après, là encore, on peut comparer de telles figures géométriques entre elles, et remarquer que dans certains cas, cette deuxième dimension est plus courte que dans d'autres cas, mais ça ne change en aucun cas la nature de l'objet. Pour prendre un exemple un peu plus concret, prenons 2 rectangles, de même longueur, mais de largeur différente. Quand on compare les 2 rectangles, on peut très bien observer les différences entre les 2 rectangles au niveau de la largeur. Néanmoins, même si les différences entre ces 2 rectangles existent uniquement du fait de la largeur, puisqu'elles ont la même longueur, ça n'applique en aucun cas que le triangle ayant la plus petite largeur est moins un rectangle que l'autre, sous prétexte qu'une de ces dimensions est plus petite. Ici, chaque dimension de la figure géométrique représente une dimension de ce que nous sommes, l'aspect génétique, environnemental et l'aspect social. On peut comparer l'importance de ces dimensions pour expliquer les différences entre 2 rectangles, mais ça n'implique en aucun cas qu'une dimension est plus importante qu'une autre pour définir la nature du rectangle, ce qu'il est. Sachez donc que citer ma vidéo pour prétendre que les constructions sociales n'ont aucune influence sur ce que nous sommes ou que le genre n'est pas une construction sociale serait malhonnête. Alors je le dis clairement, le genre est une construction sociale. Et histoire de trigger vraiment tout le monde, c'est aussi le cas du sexe, et tant qu'on y est, des espèces. Et je parle pas de ce genre d'argument, je ne parle pas de la classification en elle-même, je parle de l'objet étudié, pas de comment on le catégorise. Le truc c'est que dire tout ceci n'a pas les implications qu'on croit. Ça ne justifie aucunement des partis pris idéologiques ou des décisions politiques. C'est tout. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont aussi frileux à l'idée d'accepter ça. C'est pas parce que ce serait vrai ou faux, c'est juste à cause des implications que ça aurait. Et là, en réalité, vous tombez dans le même travers que les socioconstructivistes, qui refusent d'admettre une part naturelle ou environnementale non sociale, de peur des réacs, en fait. Donc voilà. Ma conclusion finale sera que pour expliquer les différences actuelles entre les hommes et les femmes, l'hypothèse socioconstructiviste est vraiment très faible. Pour autant, je ne tiens pas de position complètement essentialiste et fixiste. L'environnement non social joue un rôle au moins aussi important que la génétique pour expliquer ces différences entre les hommes et les femmes. Cependant, pour expliquer ce que nous sommes, ou ce qu'est un trait en particulier, l'importance des constructions sociales est significative et en aucun cas moindre que la génétique ou l'environnement non social. Et ça se justifie par une approche évolutionniste, pas forcément sociologique. En réalité, les constructions sociales ont surtout une influence sur le long terme. Elles n'ont pas l'influence aussi caricaturale qu'en font les socioconstructivistes. Et je vous renvoie à ma vidéo sur la menace du stéréotype. La menace du stéréotype, c'est précisément la façon dont les constructions sociales ne nous influencent pas. J'espère vous avoir convaincu dans cette vidéo que, peu importe vos conclusions à ce sujet, vous ne pouvez pas justifier une position politique en particulier. Ou plutôt si, en fait. Vous pourriez justifier tout et son contraire, donc le faire n'a strictement aucune légitimité, ni aucune pertinence. Vous pouvez abandonner un déterminisme social absolu sans renier vos aspirations progressistes, et vous pouvez abandonner votre déterminisme biologique tout en restant traditionnaliste. Mais surtout, au final, vous pouvez mettre en commun toutes ces approches, et c'est ça qui est important en fait, elles ne sont pas contradictoires, elles ne sont pas opposées. Le but auquel on aspire tous, je pense, est de mieux nous comprendre et de mieux vivre. Admettre l'importance de chacune de ces dimensions définissant qui nous sommes ne va pas détériorer votre niveau de vie. En revanche, mieux nous comprendre est en soi une amélioration, que vous soyez de gauche ou de droite, peu importe. Donc voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de réellement la clore, j'aimerais répondre en avance juste à ce genre de commentaires. Alors, je suis pas scientifique, c'est pas une publication scientifique que vous êtes en train d'écouter là, donc avoir de telles attentes, c'est pas justifié. C'est pas parce que je cite des études scientifiques que je fais passer ma vidéo comme étant un travail scientifique. Et ça l'est pas. J'essaie d'être rigoureux, honnête et le moins biaisé possible, mais c'est tout, ça n'en fait pas un travail scientifique pour autant. Et je sais pas vous, mais j'ai rarement vu un journaliste détailler toute une méthodologie scientifique pour justifier ses sources. On sait que c'est qu'un journaliste et voilà, ça suffit. Donc dites-vous juste que c'est une vidéo YouTube quoi, tout simplement. Et honnêtement, je reviens pas que je doive rappeler tout ça.
C'est évident normalement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.